Merci. Donc, je vous propose qu'on prenne 2-3 questions, on va y répondre, et puis on verra si ensuite si on peut répondre à d'autres. Bonjour, merci pour la qualité de la présentation que vous avez faite. Je me présente, je m'appelle Emmanuel Bock, je suis élu à Épône, dans l'opposition, donc on se connaît avec Madame la sénatrice. J'ai voté la motion à Épône contre le projet LNPL en l'état, et je vous ai envoyé le texte que j'avais lu à cette occasion. Pourquoi je l'ai voté? Parce que je considère qu'aujourd'hui, la manière dont SNCF Réseau a porté le projet pour le réactiver ne permettait pas d'arriver à une solution partagée par tous les élus. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés avec un gros sabot, ils ont expliqué aux élus locaux voilà, que le tracé, ça allait être comme ça et pas autrement. Tout ça sans avoir apporté la moindre actualisation des études socio-économiques qui ont été faites en 2009. C'était quand même assez incroyable d'engager des frais aussi énormes que ce qui était prévu dans le projet tel qu'il a été réactivé. Ne pas actualiser les études socio-économiques, c'est juste une hérésie. Après, sur le reste, sur le diagnostic, on est tous d'accord, je suis d'accord avec vous. Ce que vous l'avez dit, c'est ça. Vous commencez par identifier le besoin, vous l'avez très bien rappelé, et on avait même besoin normand et francilien, de toute façon c'est un problème de script. À un moment, on ne peut pas faire passer les trains normands, les trains franciliens et les trains de fret sur deux voies, ça ne marche pas. Donc effectivement, la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, on est dans une impasse, vous l'avez rappelé, effectivement, ça ne sera rien en 2026. Je suis assez... j'ai bien écouté ce que vous avez dit, effectivement, je partage tout à fait votre avis sur cette volonté de réutiliser au maximum les voies existantes. Et là aussi, c'est quelque chose qui a été apporté de manière brutale dans le débat par SNCF Réseau. Donc je considère qu'aujourd'hui, il serait temps de reprendre des études, réactualiser les études. On pourrait le faire de maintenant en 2026, hein, l'étude socio-économique, c'est pas si compliqué que ça à faire. Donc on peut continuer à faire avancer les projets en temps masqué avec ces éléments dont on aura besoin, d'une part, et après réétudier les aspects techniques. Madame Séné, moi je ne suis pas un technicien, je travaille dans le métier, donc je connais bien les sujets, pour le coup pas sur un point de vue technique. Ce que vous dites, j'entends bien cette nécessité extrêmement chiante à vernouiller pour pouvoir couper, et on ne peut pas raser la moitié de la ville de Vienne, on est d'accord. Et je me posais la question, savoir si les études avaient été faites sur un passage par la rive droite. Comme vous le disiez, M. Champeau, on s'en fout que ça va pas où ça passe, il faut que ça passe quelque part. Donc aujourd'hui, on a une concentration de tous les trains normands, franciliens, de fret par la rive droite avec le boulet de Verneuil, et par la rive gauche avec le Verneuil, et sur la rive droite, on a juste les trains de la J6, qui sont des omnibus avec une qualité de service qu'on va qualifier de déplorable la plupart du temps. Donc je pense que ça pourrait être aussi une opportunité de voir dans quelle mesure on pourrait travailler à la fois sur une hypothèse de restructuration de la desserte de la J6 pour améliorer le temps de la performance de la ligne pour la majorité des utilisateurs de cette ligne aujourd'hui, et voir dans quelle mesure on pourrait utiliser l'infrastructure existante jusqu'à Chanteloup en faisant tourner de Chanteloup à la Chaire, ce qui permettrait au passage d'éviter le saut-mouton de Saint-Lazare, à mon sens. Vous permettez, monsieur? Alors... Attendez, et juste pour finir, le saut-mouton de Saint-Lazare, il ne faut pas oublier que c'est quand même 1 an et demi de J6, de J6 supprimé. Donc avec un impact sur le quotidien des habitants de la rive droite extrêmement important. Et pour faire revenir ces gens après sur le transport en commun, pardon? Un an et demi de coupure d'une ligne, pour faire revenir les gens dans les transports en commun après, ça va être compliqué. Donc voilà, donc je ne comprends pas pourquoi cette option n'a jamais été étudiée par la SNCF, par la SNCF Réseau, et ce serait bien de le faire maintenant, parce que c'est une idée pas. Enfin voilà, techniquement, ce n'était pas possible, mais qu'on nous le démontre et qu'on le teste. J'aurais deux questions. Parce que vous avez expliqué que la LNPM, c'est un avantage pour les franciliens, et notamment pour les Montais. Et donc moi, ma question, ça serait, en quoi est-ce que la LNPM est un avantage pour les franciliens, et notamment les Montais, sachant que nous, on a entendu dire que la ligne Nouvelle Paris-Normandie
ne va pas s'arrêter à la gare de Mons. Et il y a beaucoup d'habitants de Rosny-sur-Seine, notamment parce que j'habite là-bas, qui prenons tous les matins, parce que moi je travaille à Paris, et on est beaucoup de travailleurs qui prenons le train direct, soit à la gare de Mantes ou à la gare de Rosny-sur-Seine, parce que c'est plus rapide en fait pour arriver à la gare de Mantes. Donc nous, quand on nous explique que cette nouvelle ligne va passer juste à côté de chez nous, mais qu'elle ne va pas du tout s'arrêter à Mantes-la-Jolie, là, je ne comprends pas en quoi c'est un avantage pour nous. Et cette question aussi inclut une autre question, parce qu'on a entendu dire également que les directs qu'on prend actuellement vont être supprimés en fait quand la nouvelle ligne va être mise en place. Donc là, ça c'est la question. Donc, en quoi est-ce que ça représente en fait un avantage pour nous? Et ma deuxième question, c'est vous avez expliqué que la LLPN va fiabiliser les lignes existantes. Sachant que, je ne sais pas, la plupart d'entre nous qui avons travaillé à Paris, le soir, généralement à Paris-Saint-Lazare, quand il y a des problèmes sur la ligne J, c'est souvent des problèmes de caténaire, des problèmes de panne de signalisation. Donc en quoi cette nouvelle ligne va résoudre en fait ces problèmes déjà qui existent déjà? Donc j'ai un peu du mal à comprendre aujourd'hui concrètement, parce que j'entends dire que c'est une ligne et tout qui est vertueuse, qui est avantageuse, qui a pas mal de choses positives, très bien. Mais concrètement, pour des jeunes habitants, parce que j'ai beaucoup d'amis aussi qui travaillent sur Paris ou à la Défense, aujourd'hui on a du mal un peu à comprendre en quoi cette ligne concrètement va nous permettre de voyager plus rapidement à Paris et de ne pas rencontrer des problèmes de caténaire, de signalisation presque tous les jours. Merci. Oui, donc moi je m'appelle Marc Jamet, je suis la STMT, je suis le secrétaire de section PCF de la ville de Mantes-la-Jolie, dans lequel je suis. Je trouve que, j'ai trouvé ça aussi très intéressant, je trouve que ça fait écho à la réunion publique qu'on avait organisée, avec des différences, on n'a pas la même manière sans doute de mener les débats. Les débats avec les invités, etc. On avait notamment beaucoup de syndicalistes chez nous. C'était intéressant parce qu'ils ont pu sortir des dossiers. C'est-à-dire notamment, ça ne va pas s'arrêter à Nantes, ça s'appelle une fake news. Hein. C'est pas vrai. Et c'est pas dans les cartons. C'est-à-dire que globalement, nous on partage sur l'idée oui à la ligne LNPL, ne serait-ce qu'à partir de ce que vivent les Montais et plus généralement les gens de la région montaise, parce que Gisèle, tu parlais tout à l'heure à partir de jeudi l'autoroute il est bloqué, c'est pas qu'à partir de jeudi, dès le matin il est bloqué. Dès le matin, pour ceux qui sont obligés d'aller travailler à Paris, c'est bourré de camions, ça coince dans tous les sens, vous ne savez pas à quelle heure vous allez arriver, vous arrivez plus crever le boulot qu'ailleurs, et donc il y a un vrai problème, et on continue d'investir dans les autoroutes et dans la construction. Je disais tout à l'heure je pensais tout à l'heure avec l'intervenant des pôles, moi je veux bien, mais quand on est en train de construire, notamment entre Épône et Mézières, je ne sais plus, je crois que c'est 500 logements, parce qu'on est en zone inondable avec l'arrivée des halls, ça c'est chez faux, hein, et l'élargissement de la RN113, on va avoir pratiquement une autoroute en plein milieu d'une zone urbaine. Et pour me dire, je ne suis pas sûr que ça soit, même du point de vue écologique, que ça soit une bonne façon de faire. Donc moi, on se dit que tout ce qui va aller dans ce sens-là, c'est-à-dire désengorger cette autoroute sur laquelle on ne peut plus circuler, le fret, évidemment à chaque fois il y a des conditions, la condition qui reste publique, parce que là c'est pas encore gagné, c'est loin d'être gagné sur le fret. Il y a un vrai problème de fret, de dérégulation des camions, etc. Et puis j'avais, alors je me disais ça aussi parce que moi je suis arrivé il y a plus de 50 ans à Mantes-la-Jolie. À l'époque, on avait l'appareil en 30 minutes. Pour l'instant, c'est 38 quand on marche bien. Et j'ai pris le temps pendant quelques ans, ça devient infernal. Vous avez bossé l'appareil, vous faites vos 7 heures, plus 1 heure de coupure, plus 4 heures de transport en commun, c'est infernal. On a des gens qui ne participent plus aux activités, etc. Et je trouve qu'il y a aussi un autre problème. Alors, évidemment, dès l'instant où on développe des projets qui sont forcément à long terme, mais quand
comment on se projette. Et ça, il me semble que c'est une question annexe qui n'est pas qui est importante. Par exemple, la dernière fois, il y a quelques années, Pierre Védier fait une réunion à Mantes-la-Jolie. Il y a des gens qui reprochent à Pierre Védier de dire oui, mais il n'y a pas assez d'activité culturelle à Mantes-la-Jolie. Et il leur répond, mais bientôt avec EOL, en 30 minutes, vous êtes à Paris. C'est-à-dire, quel est l'avenir des gens sur place? Comment on va développer, que ce soit la culture ou autre? Pourquoi ça circulait mieux il y a 30 ans? Il y avait quand même des salariés qui travaillaient autour à moins d'un quart d'heure de chez eux. Ça aussi, c'est un problème. Est-ce que c'est normal qu'on envoie des gens bosser de plus en plus loin? J'en avais fini avec ça. Je trouve que cette projection, notamment la création d'emplois dans la région, est aussi une question essentielle si on veut développer des projets à long terme. Bon, alors on va commencer par répondre. Il y a eu pas mal de questions. Vous avez souhaité répondre tout de suite et je vais vous laisser la parole et puis peut-être qu'on va... Pour laisser les autres. Alors, ça fait un peu grossière et puis si vous voulez des détails, on se voit à la fin éventuellement. Ça évitera de prendre le temps pour les autres. Alors monsieur, qui est les élus d'une commune d'Hérault. Bon, quand je vous ai entendu critiquer ces réseaux, monsieur, si vous saviez à quel point nous nous retrouvons à Rouen sur le prolongement, le petit morceau de Rouen-Barentin qui est indispensable pour desservir le Gare Saint-Sphère. C'est extrêmement un problème. Ils sont là devant les habitants. J'étais à la réunion publique et ils ont dit aux habitants, c'est des agriculteurs, etc., les maires de petites communes, c'est comme ça, c'est pas autrement, et puis taisez-vous. C'était ça. Hein. Bon, évidemment, si on a envie de remonter une population entière contre un projet, aussi contre autrement. Donc, alors maintenant, c'est pas parce que cette réseau aussi très mal que le fond du projet est mauvais. Et malheureusement, je conçois que la réaction épidermique contre cette technique qui est antédiluvienne et qui est diamétralement opposée à l'aspiration de démocratie locale, de démocratie participative de la population, est absolument insupportable. D'accord. Bon, une fois qu'on a dit ça, il reste que sur le fond, comme vous le dites, analyse de besoin, je suis entièrement d'accord, ça se fait en 6 mois si on a envie de le faire, si on n'a pas envie de le faire, ça ne se fait pas. Et effectivement, ce qui est absolument fondamental, c'est leur manière de présenter une tuyauterie. Ils répondent à la question comment avant de répondre à la question pourquoi. Bon, et ça, j'adhère complètement. Il reste que sur le fond, le fond du problème est là, et il faut quand même, vous avez fait une deuxième observation, j'ai oublié, c'était par rapport à SNCF Réseau, vous disiez que vous avez voté contre le projet en l'état, tout en souscrivant à la nécessité de... Donc nous, voyons, il ne faudrait pas que ce soit interprété différemment. Non, mais je comprends très bien cette exaspération, j'ai la même au quotidien, donc je ne peux que... On collecte dans le mur. Oui, tout à fait. Alors, madame, on vous a menti. Madame qui est une utilisatrice on vous a menti. Alors, LNPL, qu'est-ce que ça apporte concrètement pour Renoux et Bonnières? D'abord, la suppression des trains qui le Parlement manque, c'est une bêtise. Dans le projet LNPL d'origine et qui a été confirmé par la dernière mouture, il y a le schéma de desserte, c'est-à-dire toute l'émission des trains. Toutes les 30 minutes sur la ligne Vallée de Seine, je ne parle pas des autres lignes, toutes les 30 minutes, il est prévu un train Paris-Le Havre direct jusqu'à Rouen. Toutes les 30 minutes, un train Caboteur Mantes-Vernon-Gaillon jusqu'à Rouen. Et toutes les 30 minutes, un Paris-Mantes-Rosny-Bonnières-Vernon. Donc actuellement, vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas toutes les 30 minutes, ce sera beaucoup mieux. Donc, quand on vous dit que les trains vont être supprimés, c'est simplement pour créer une exaspération, pour nourrir la campagne de dénigrement de l'NPL. Le problème, c'est que faire signer les gens, faire signer une pétition fondée sur un mensonge, là, c'est pas bien. On peut mieux faire. Hein. Donc, c'est un mensonge, c'est pas vrai. Et alors, pour ce qui concerne les trains Paris-Mantes, ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que grâce à l'NPL, et on pourra peut-être l'anticiper dès 2030, si tout va bien, dès qu'EOL fonctionnera. On devrait pouvoir créer aux heures de pointe, toutes les demi-heures, un deuxième train Paris-Évreux. Actuellement, il n'y en a qu'un par heure, plus une navette Mantes-Évreux, en correspondance sur un transilien. À partir de 2027, ça devait être 2030 avec leur d'EOL, et a fortiori avec l'NPL, il y a dans la grille, toutes les demi-heures, un Paris-Évreux. Donc, actuellement, vous avez, je crois, 27 trains par jour normands qui s'arrêtent à Mantes. Il y en aurait 46 dans le projet. Oui, mais est-ce que c'est pas
pendant les heures de pointe? Alors, aux heures de pointe, le matin et le soir. Alors, aux heures de pointe, le matin et le soir, vous auriez systématiquement, toutes les demi-heures, les deux Paris-Évreux, dont un serait prolongé à Serquigny. Mais les deux auraient en commun de faire Paris-Mont direct, arrêt à Préval, arrêt à Blaye, arrêt à Évreux, et pour un sur deux, continuer jusqu'à Serquigny. Et vous auriez aussi, aux heures de pointe, un 13100, le 13100 c'est le Parlement caboteur sur deux. C'est-à-dire qu'il y aurait un toutes les demi-heures, comme actuellement, et un sur deux, ça va à Nantes. Ce qui fait qu'aux heures de pointe, vous auriez 3 trains par heure, normands, directs de Paris à Nantes. Ça, c'est le projet LNPL, c'est écrit noir sur blanc dans le projet qui a été mis en enquête publique. Donc c'est le projet du maître d'ouvrage, c'est pas un tract. Et d'autre part, pour 2027-2030, c'est-à-dire que dès que les travaux durs seront terminés, le mode d'exploitation provisoire pour les 10 années qui précèdent la LNPL, eh bien, dans ces cas-là, il est garanti d'avoir aux heures de pointe, toutes les demi-heures, le Paris-Évreux, avec arrêt à Nantes, plus un Rouen sur deux, donc 3 trains à l'heure, normands, faisant Paris-Nantes sans aucun arrêt intermédiaire. Donc, tous ceux qui vous racontent autre chose, vous mentent de manière éhontée, et c'est un vrai problème, parce que si on veut avoir un débat en commun, il faut déjà qu'on ait à la base des informations exactes, et ça, c'est de la désinformation. Et les directs qui s'arrêtent à Bonnières, Romilly-sur-Seine. Le train. Non, alors pour des raisons de charge, les arrêts à Rosny et Bonnières seraient assurés par des trains Paris-Vernon, terminus Vernon. Voilà. Et par ailleurs, il y aurait les Paris-Rond, parce que pour des raisons de charge, aux heures de pointe, le nombre de voyageurs total, pour l'ensemble des gares entre Nantes et Vernon, ne rentre pas dans une seule rame. Il y a trop de monde à Vernon, il y a trop de monde à Gaillon, il y a trop de monde à Val-d'Orly. Après, le bassin de Rouen, ça va, il n'y a pas trop de monde dans ce train-là, parce que les gens prennent direct au Rouen. Mais sur les 3 gares que je viens de citer, ça remplit complètement un train. Donc, si on rajoute les voyageurs de Nantes, Rosny vers Mont-de-Rouen, ça fait que tout le monde est debout. Donc, il vaut mieux qu'il y ait 2 trains qui se suivent à 3 minutes d'intervalle au départ de Saint-Lazare. C'est-à-dire que ce qui est prévu dans le dernier schéma qu'on a eu à la dernière horloge, c'est qu'à la minute 27, à la minute 57, il y a un train pour Rouen, ça va à Vernon-Gaillon, et à la minute 30, à la minute 0, il y a un train qui a à Mantes, Rosny, Bonnières, Vernon. Toutes les 2 demi-heures. Et ça, c'était le projet tel qu'on l'a vu la dernière fois, il y a 3 mois, avec la DNI de Haute-Normandie. Ils nous ont dit, il se peut que les calages horaires, c'est à savoir si ce sera 27, 28 ou 29, soient encore modifiés dans les 2 années qui viennent. Mais en tout cas, le principe de la ligne de desserte, lui, ça y est, c'est un invariant, c'est fixé. Donc, tous ceux qui vous racontent qu'il n'y aura plus de train direct pour aller à Rosny, à Bonnières, ils vous racontent des balivernes, c'est un mensonge, sauf si d'ici là, il y a un changement. Ça, moi, je ne peux pas dire dans le café, mais en l'état actuel des dossiers, et on est en contact permanent avec le PMI de Normandie, on est en contact hebdomadaire, enfin presque. Hein. Donc, à chaque fois qu'il y a un nouvel élément, on échange dessus, on échange des propositions, des analyses. Cette chose-là, elle est acquise. Ce qui reste à voir, c'est les calages à la minute, enfin, des trucs comme ça. Donc, on vous ment, je ne vais pas vous le refaire. Un point important, qu'est-ce qu'on va y gagner en tant que francilien? Donc effectivement, c'est clair qu'il y aura... L'arrêt à Nantes est absolument indispensable. Et je crois qu'il faut arrêter de dire que ça ne s'arrête pas à Nantes. Mais voilà. Je voulais juste dire que les oppositions qui ont été faites ont fait énormément de mal au projet. On a pris, je pense, plusieurs années de retard. Et je trouve que c'est assez grave parce que les projets de ce type-là d'intérêt et aussi importants ont vraiment besoin de coups de pouce politiques à la fois locaux, nationaux et de coopération entre les régions. Et je trouve que c'est dommage et je pense que ça a été utilisé de façon politicienne pour de mauvaises raisons. On a attisé un peu la colère locale alors qu'on aurait pu trouver une solution. La recherche de solution n'a pas été faite par les politiques, notamment à la tête de la région. Et ça, je pense que c'est l'erreur majeure qui a été faite, c'est de ne pas être dans la recherche de solution, mais dans l'opposition. Et donc maintenant, on rame comme des malades pour dire que ce projet-là, il faut le sauver. Et on ne devrait pas être dans ces discussions-là. On devrait être dans la recherche de solutions, c'est-à-dire du tracé. Et du tracé acceptable. Et moi, je soupçonne que
Valérie Pécresse, elle est dans une recherche d'économie à la région. Elle s'est vantée du comité de la vache, et je pense qu'on est dans une recherche, en fait, on a une politique austéritaire. On l'a constaté au dernier budget de la région, c'était extrêmement dur, les coupes budgétaires qui ont été faites à la région, et je pense que c'est une façon de ne pas dépenser pour le train et d'investir pour le train. Et là, je pense que c'est grave. Pourquoi? Parce que, vu les milliards qui ont été mis sur E.ON pour desservir, pour faire une liaison, pour l'instant, Paris, la Défense. Il y a déjà un RER et un métro. Donc, il fait ça. Donc, on voit que les milliards qui ont été mis sur le transport en commun en Ile-de-France, ils sont sur des lignes qui existent déjà. Et dans 92. Et les dindons de la farce, pour moi, c'est la Grande Couronne. C'est la Grande Couronne, dans 78 en particulier, je pense, et sur lequel, du coup, vous avez payé les travaux, en direct, hein, et vous n'avez pas eu, pour l'instant, les bénéfices. Donc il me paraît hyper important de remettre en route les projets de transport en commun, les projets de transport du quotidien. Alors là, il faut trouver une solution. S'il faut changer de nom, il faudra changer de nom. S'il faut faire des petits bouts et dire que c'est pas la LNP, il faudra faire ça. Mais je trouve que quand même, c'est dommage, et j'ai l'impression que c'est les intérêts politiciens qui ont primé au détriment de l'intérêt général. Merci Charlotte, on va laisser la parole avant que je la redonne dans le public. Peut-être qu'il y avait une petite question, Gisèle va compléter. Là, moi, je voulais juste compléter sur la question. Effectivement, la réunion SNCF Réseau a très mal débuté. Et je pense que c'est ça qui a été un point de crispation entre les élus normands et les élus franciliens. Et derrière, il y avait politique. Édouard Philippe qui dit bon, bah, c'est comme ça, j'arrive, je trace. Et Valérie Pécresse en face, et puis ici des élus de territoire. Enfin, bon, donc ça a mal démarré, c'est vrai. Et je pense qu'effectivement, SNCF Réseau porte une certaine forme de responsabilité sur cela. Mais maintenant qu'on a acté, je crois qu'il faut, c'est ce que tu viens de dire, enfin, on est des gens responsables, et c'est l'intérêt général qui prime. Et les mensonges qui ont été dits, en fait, là encore, ce n'est qu'une petite bataille politique. C'est-à-dire que les Normands se sont dit, bon, bah, de toute façon, nous, aujourd'hui, on dit pas d'arrêt à Nantes, parce que ce sera un moyen de négociation, si les Franciliens refusent. Et puis les Franciliens disaient, ah ouais, pas d'arrêt à Nantes, et ben, on ne passerait pas. Voilà. Je veux dire, on était au niveau cours d'école. C'est exactement ce qui s'est passé. Une fois que ça s'est fait, maintenant, il faut qu'on arrive à trouver une solution. Parce qu'on a effectivement perdu du temps. On a perdu du temps, que d'une manière très concrète, bien évidemment, les arrêts à Nantes se feront tout simplement parce que déjà, la région Normandie n'a pas forcément tous les moyens de pouvoir payer autant de trains qui arrivent sur Paris, et combien seule région Île-de-France pour financer une partie, et qu'il y a peut-être effectivement une volonté d'économie quelque part, mais bon, à un moment donné, on est entre gens responsables, il faut qu'on arrive réellement à avancer sur des solutions. Moi, je suis très inquiète de relancer, en fait, parce qu'il y a une enquête publique qui avait été faite, sur lequel il y avait eu 3 faisceaux. Au dernier moment, SNCF Réseau avait dit, bon, bah, c'est le faisceau qui n'avait pas été accepté par ce territoire. C'est aussi un des arguments de crispation, c'est-à-dire que finalement, SNCF Réseau prend le faisceau qui n'avait pas été choisi par ce territoire-ci. Et donc, on remet en cause, effectivement, les études. Si systématiquement, on mettait à jour les études socio-économiques telles que pour la RD 154, qui était basée sur une étude qui date de... Enfin, je veux dire, j'aimerais bien que, systématiquement, effectivement, quand il y a des grands projets, on puisse vraiment remettre à jour toutes les données socio-économiques. Je pense qu'il faut le faire systématiquement, en fait, sur tous les projets. Sur tous les projets. Je veux dire, RD 154, Pont d'Achères, le C13F13, on a aujourd'hui plein de projets routiers qui sont faits sans aucune mise à jour du mais oui, effectivement, il faut. C'est vrai que voilà, les politiques ne sont pas forcément des experts, ne sont pas forcément sur le commun. Mais en revanche, ils doivent se faire conseiller et montrer une volonté de coopérer. Et là, on a un acteur important aussi, c'est l'État, puisque on a aussi souffert de tous les intervenants politiques de la dernière période. Donc enfin, depuis le 31 mars, il y a un nouveau délégué interministériel à l'axe social, donc on compte sur la sénatrice et sur les exécutifs des 2 régions pour
obtenir enfin un rendez-vous sur ce sujet et de pouvoir avancer sur le CPIER et ce volet-là dans le CPIER qui est juste des contrats de plan interrégionaux qui pour l'instant, voilà, c'était un angle mort et on n'avait pas pu avancer, donc il faut vraiment là-dessus que l'État maintenant prenne aussi sa responsabilité sur un projet d'intérêt majeur comme celui-là. Merci. Oui, pour le report modal, c'est vrai qu'il se fasse le report modal, de toute façon, il faut bien que les trains s'arrêtent à Nantes, parce que tous les Normands qui sont susceptibles de prendre la ligne, c'est pas pour aller à Paris, ils vont pas à 100%, vont pas à Paris. Donc on est obligé d'avoir la à Nantes. Et je dirais même plus loin, quitte à faire une utilisation de l'étude socio-économique, c'est peut-être le moment aussi de se reposer la question de l'intérêt, c'est de confluence de la défense, mais de voir si par rapport aux besoins des Normands et des Franciliens sur leur déplacement avec cette ligne, il y aurait un intérêt objectif pour faire les reports modal à avoir un autre arrêt intermédiaire, pas desservi par tous les trains, comme ça a été envisagé, et balayer assez rapidement, en fait, il y a 12 ans maintenant. Je suis d'accord avec vous, monsieur, quand vous dites que les méthodes des SNCF Réseau sont particulières. Je vais dénoncer aussi les vôtres, parce que dire qu'il nous faut ce projet et après le tracé, on verra, c'est un peu l'équivalent de lancer une grenade et de compter les morts. Donc ça veut dire qu'on est tolérant et qu'on n'est pas accroché à une solution de manière dogmatique et dire qu'on est ouvert à toutes les alternatives. Tout à fait. Je serais curieux, alors c'est bien dommage, moi je m'attendais en venant ce soir à parler LNPL. Là j'ai l'impression que vous parlez d'un autre fantasme, Paris-Mantes-Normandie, enfin il y a plusieurs façons de l'appeler, suivant ce que vous nous avez dit ce soir, mais moi je ne vois pas de la façon dont il pourrait passer sans passer sur des terres agricoles par exemple. Et ça, c'est désolé de vous alerter sur ce point-là, parce que c'est un... Comment ? On va vous répondre. D'accord. Ne soyez pas désolé. Je suis particulièrement inquiet parce que c'est mon métier. Et vu comme vous l'avez présenté ce soir, je suis un petit peu déçu aussi qu'il n'y ait pas un rétroprojecteur. Parce que si je ne connaissais pas ce dossier, sans voir le tracé, j'aurais pu dire non, c'est formidable. Et je suis sûr que des gens qui sont un petit peu moins au courant que moi de ce projet-là pourraient être favorables aussi et voir leur maison détruite parce que le tracé, au bout d'un moment, on ne fait pas d'omelette sans casser deux. Il va falloir qu'il passe quelque part. Non, monsieur, je vous réponds très précisément. Par rapport Il va finir sa question. Allez-y, monsieur. Non, j'ai pas vraiment de question, mais j'ai l'impression qu'on ne parle pas du même projet. Moi, la dame qui porte des inquiétudes sur la gare de Rosny, enfin les arrêts de la gare de Rosny en gare de Bonnières, elles sont tout à fait fondées, parce que les Normands voulaient gagner de précieuses minutes. Avec ce projet-là, ils n'en gagnent pas énormément, et s'arrêter dans ces gares-là, enfin les gares, pour reprendre les propos des SNCF, ils appellent ça les gares de betteraves. Donc s'arrêter là, les arrêts, c'est pas comme une voiture, c'est beaucoup plus long. Le temps de décélération, l'arrêt et se relancer fait perdre les minutes gagnées initialement. Donc, et c'est pour ça qu'à une époque était aussi évoqué le contournement de Mantes, qui pour nous, notre profession, est encore plus dévastateur. Donc nous, c'était la double peine. Je me rappelle qu'en élargissant entre Paris et Mantes, il y a beaucoup de maraîchers aussi, maraîchers en circuit court, et qui seront également beaucoup touchés. Et ça, c'est vraiment dommage aussi. Alors, juste vous dire que là, c'est la première qu'on organise, et on n'a pas la possibilité de projeter, parce qu'on n'a pas les moyens de projeter, mais M. Gobitz avait tout ce qu'il fallait pour projeter, pour vous montrer un petit peu ce qu'il avait imaginé. Et donc, il n'y a vraiment aucune volonté pour nous de cacher quoi que ce soit. Et au contraire, on est là pour discuter et ouvrir le débat. Donc, je vais laisser peut-être poser encore une question. Et ensuite, évidemment, on reviendra sur ce que vous dites.
surtout si vous êtes agriculteur, et c'est pour nous un métier qu'on respecte, et voilà, beaucoup. Oui, Didier Jolet de l'association Vernon Train de Vie, qui représente le Vernon sur la ligne Paris-Rouen, a relancé ma question, vous allez être sûr de ne pas avoir mal interprété quelque chose de Bernard. On parle de train Paris-Mantes, Vernon-Cabotage jusqu'à Rouen. On a plus de trains que non, on a au moins 4 trains par heure en heure de pointe. On garderait quand même nos trains qui iraient de Vernon à Paris de manière terrestre. Bien sûr. Voilà, donc voilà, ce serait. Oui, bien plus. Parce que, voilà, parce qu'en fait, bon, quand on parle un petit peu des agréments, il faut bien préciser, bon, nous, au niveau de Vernon Train de Vie, quand la c'est rare, notre discours, c'est de dire, on partage un petit peu la desserte. Mais c'est-à-dire que, voilà, qu'il y ait 2 trains par heure qui s'arrêtent à Mantes, oui, mais que tous les trains qui passent à Vernon s'arrêtent à Mantes, ça ne semble pas équilibré. Mais donc, on est bien sur cette tendance-là. D'accord, merci. Moi, je suis né ici à Mantes. J'ai vu cette région se dégrader de jour en jour, d'année en année. On a fait venir des gens de partout, notamment les amis du Val-Forêt pour Flins et Peugeot-Poissy. On a construit partout autour dans cette région, partout dans les campagnes. On a fait venir des franciliens de la petite couronne partout pour construire leurs maisons. C'était moins cher. Mais alors on les a mis vers Bréval, jusqu'à Dreux presque. Et ces gens-là voient qu'ils font des transports jusqu'à Paris énormes. Ils sont dans des écoles rurales. Il vous manque 2 élèves, on ferme une classe. Et je pense, on a parlé de Rognier-Bonnières, je suis entièrement d'accord, il y a aussi la gare de Bréval. Bréval, quand on va vers Annette, on a urbanisé partout, des lotissements partout. Et je veux dire, il ne faut pas s'étonner des votes extrêmes dans ces coins-là. On a abandonné ces gens. Alors moi, j'ai été le plus jeune élu de France en 89, j'avais 22 ans, ici, dans la région. Je n'ai plus cru en personne, notamment pas notre grand homme de Mantes, qui a fait quoi pour Mantes? Nous n'avons plus une entreprise importante, tout a fermé. Alors maintenant, les gens partent à Paris ou sont au chômage, et moi j'étais étudiant à Nanterre, je prenais le train à Mantes ici, en une demi-heure j'étais à Saint-Lazare, et je reprenais le petit train jusqu'à la fête de Nanterre. Il n'y a jamais eu de problème sur les lignes. Et on était assis. Quand la façon dont on transporte les gens maintenant, c'est inadmissible. C'est pas la faute des Algériens ou d'autres. Je veux dire, je ne connaissais pas ce projet. Parce que j'ai arrêté la politique, écœuré par tout le monde. J'ai reçu un tract signé par GPSO. J'étais très étonné de voir à 6 h le matin certains élus de GPSO qui ne savaient pas comment on tractait. Bon. Eh bien, j'ai eu un avis, j'ai lu vite fait, sur, notamment, je voyais ce qu'il a Dylan, ce que Dylan a pu écrire sur Facebook ou autre. J'ai compris ce soir, je suis venu ici pour vous écouter, parce que je crois que c'est peut-être la dernière occasion, cette ligne, pour sauver un peu la vie des gens de tous les jours. Et Madame Sédé, je vous connaissais un peu par la presse et autres, j'ai apprécié ce que vous avez dit il y a quelque temps sur un de vos anciens collègues, et je suis venu vous voir, vous spécialement, et d'autres bien sûr, mais sauver notre région. Quand j'ai dit, mais attendez, c'est pas possible, il faut faire la LNPN, il est très clair qu'il y a des endroits où ça pose effectivement un sujet. Et donc il y avait la question des morcellement des terres agricoles, et que l'idée c'était de se dire, on a la Seine, on a l'autoroute et on a le réseau ferré. Et que si, dans cet espace-là, on n'arrive pas à trouver en fait la capacité de pouvoir faire 2 voies, et bien dans ce cas-là, il y aurait des solutions d'enfouissement.
Nous, notre objectif, c'est pas de continuer à morceler les terres agricoles. Moi, j'ai été rencontrer beaucoup de monde sur lesquels, en fait, je me suis rendu compte que très rapidement, sur l'enquête publique, ils n'avaient pas tous les tenants et les aboutissants. Tout le monde me disait « Ah non, mais tu vas voir, la LNPN, et je ne comprends pas comment toi, écologiste, tu peux défendre ça alors que ça va couper toutes nos terres agricoles. » Et je leur disais « Mais de quoi vous parlez en fait? Nous, on est le long de la voie ferrée, etc. etc. » Et beaucoup parlaient en fait du Paris-Évreux. Qui, effectivement, le Paris-Évreux, si ça devait se faire, mais qui est dans une tranche de 1050, et comptez sur nous pour que de toute façon, on ne s'en fera pas, oui, là, ça va partir sur des terres agricoles. Et ça, nous, on est complètement opposés. Par contre, on sait que ponctuellement, il peut y avoir des personnes qui sont touchées, vous les agriculteurs, mais également des riverains qui, tout d'un coup, vont voir multiplier forcément l'apparition de nouvelles nuisances, hein, parce que quand un train passe, ou même quand c'est des trains de fret, souvent c'est plutôt le soir, et donc ça fait du bruit. Ça, c'est une réalité. Et donc l'idée, c'est bien de dire, travaillons, enfin, je veux dire, de manière intelligente pour essayer de réduire au maximum les nuisances possibles. On a aujourd'hui des techniques dans la construction de trains qui permet à ce qu'il y ait beaucoup moins de vibrations. Il y a bien évidemment les murs, mais alors avant on faisait des murs magnifiques, maintenant il y a vraiment des capteurs de son qui existent. Il y a des nouvelles technologies qui existent. Et je rejoins finalement ce que dit monsieur, c'est qu'on a aujourd'hui une vision d'aménagement du territoire sur lequel on a besoin de logement, c'est une réalité. Moi, nous, on n'est pas, d'une manière globale, on n'est pas pour l'étalement urbain, mais il y a une réalité, c'est que les coûts du foncier sont tellement excessifs sur Paris que les gens s'éloignent de plus en plus. Et quand je disais tout à l'heure, on était 400 000, on est maintenant 450 000, monter et faire du programme immobilier à 450 000 sans même imaginer une alternative décarbonée de mobilité, en fait, c'est nous envoyer dans le mur. Et moi, c'est vraiment cette vision-là que j'ai. Hein. C'est pas, je veux dire, je pense même pas en tant que sénatrice voir cette LNPN aujourd'hui, parce qu'on a pris du retard dans son développement. Mon mandat, c'est 6 ans. Il est clair que je ne verrai pas tel que je l'aurais aimé et imaginé pour pouvoir, nous, sur le territoire, profiter justement d'une amélioration, en tout cas, de l'offre de transport. Mais la réalité, c'est que je suis convaincue, on a des solutions. Moi, j'ai été rencontrer Fabienne Devez, la maire de Morinvilliers. Je me donne aussi l'objectif d'aller rencontrer les autres maires qui sont directement impactés aujourd'hui par ce nouveau faisceau. On a aussi la question du développement économique, typiquement la clinique d'Aubergenville, mais qui touche aussi ce projet, c'est la clinique d'Évêquemont aussi qui est concernée. Évidemment qu'il faut qu'on arrive à trouver des solutions aujourd'hui, parce que nous sommes déjà un territoire qui est bâti, qui est construit, et sur lequel il va falloir intégrer en fait cette nouvelle structure de transport. Mais sans cette nouvelle offre de transport, moi je ne vois pas comment ce territoire va réussir à pouvoir regagner en qualité de vie, parce que de toute façon, plus d'habitants, c'est plus de bagnoles. Plus de bagnoles, c'est aussi plus de pollution. C'est des villes engorgées, c'est de plus en plus, pour ceux qui habitent sur les territoires, c'est de plus en plus de bouchons, donc des temps de transport encore allongés, et parfois on prend la voiture que pour aller prendre le train. Autant vous dire que si on continue à ce rythme-là, en fait, on n'arrivera jamais sur ce territoire-là à gagner en qualité de vie, alors même que je suis convaincue, pour avoir été moi aussi conseillère régionale Île-de-France, ce territoire-là, il a une capacité de résilience incroyable, parce qu'on a de l'agriculture, parce qu'on a encore un foncier industriel, enfin, on a de la friche et du foncier industriel, on a des villages, on a des quartiers populaires, en fait on a tout pour que ce territoire s'en sorte bien. On a une autoroute, on a la Seine, enfin ce territoire-là en Île-de-France, il est extraordinaire en capacité de résilience pour le futur et pour lutter contre le réchauffement climatique. Juste un petit mot, donc moi j'habite à côté d'une ligne, c'est Paris-Neuve, donc le train ne s'arrête plus à Saint-Pierre-du-Vauvray, mais voilà, les trains de fret, je les ai entendus passer il y a longtemps. C'est vrai qu'on vit avec un train qui passe à côté, et voilà, c'est ponctuel, c'est pas comme vivre à côté d'une autoroute où c'est permanent, enfin, c'est pas du tout les mêmes nuisances. Et aujourd'hui, je me suis dit, je vais prendre un petit peu le temps d'aller à cette réunion pour voir un peu, voilà, les impacts localement que ça peut représenter quand on dit, voilà, c'est l'intérêt des mamans et des franciliens, aller voir un petit peu sur le terrain, voilà ce que ça donne. Alors c'est vrai que je suis allée à Vilaine-sur-Seine, c'est vrai que
c'est mignon, on voit qu'il n'y a pas vraiment la place d'élargir à cet endroit-là, donc je me suis dit, j'avais vu les cartes de la flûte, c'est vrai que c'est dommage qu'elles ne soient pas projetées, mais je me suis dit, voilà, dans la boucle de la Seine, là je vais aller voir un petit peu ce qui s'y passe, là, comment ça s'appelle, Carrière sous Poissy par exemple, vous voyez, et là il y a déjà énormément de choses qui sont faites, il y a des carrières, des déchetteries, des transformateurs électriques, des lignes haute tension, une station d'épuration, enfin c'est déjà hyper impacté par tout un tas de projets voilà, qui servent au territoire alentour. Donc vous voyez, ces emprises-là, ça serait peut-être moins impactant que de passer dans les endroits urbanisés qui aujourd'hui s'opposent à ce passage-là. Donc après, voilà, moi je ne suis pas technicienne, mais je m'intéresse parce que, comme vous disiez, il faut d'abord le pourquoi avant le comment, mais voilà, il faut quand même se dire si on veut le faire, si on a la volonté de le faire, après il faut aller voir concrètement le comment, et c'est là que voilà, ceux qui sont les experts après de tous ces sujets-là, des emprises SNCF, des grilles horaires, de combien on peut faire passer de trains sur un sillon, ben c'est là après qu'on se retourne vers eux et qui doivent convaincre les politiques. Nous, on a la chance, en Normandie, c'est vrai que le vice-président au transport, je suis pas de son bord, mais je suis dans la commission avec lui, il est quand même intelligent et assez ouvert, et je sais que par exemple, quand on lui dit que le saut de mouton, ça ne sert plus à rien, et qu'il y a d'autres solutions, il entend, et le saut de mouton, aujourd'hui, il est abandonné. La ligne Paris-Évreux dans les champs de patates, aujourd'hui, c'est repoussé au calendrier, plus personne ne le soutient. Donc, par contre, là où il faut faire 16 km de travaux, ben là, allons voir un petit peu l'expertise de comment on va faire ces 16 km de travaux. C'est plus 100 km, c'est plus la LGV Nicolas Sarkozy avec le Grand Paris de 2007 ou 2009. Aujourd'hui, c'est voilà, 16 km pour les trains du quotidien des Franciliens. Et juste pour finir, parce que tu donnes la parole. Et là, au moment où tout s'est cristallisé après la réunion, en fait, on est dans le cadre de l'enquête publique. Et justement, c'est le moment où les citoyens, les élus disent « Ah oui, mais là, non, là, c'est pas possible. » Là, en fait, l'enquête publique, elle sert à ça. C'est l'expression de « Oui, on veut » ou « Non, on veut pas. » Et si on veut pas, parce qu'il y a ça, il y a ça. Et en fait, c'est d'apporter tous les arguments. C'était vraiment le moment, l'enquête publique, elle est faite pour ça. D'autant plus que, je vois plein d'associations qui sont là, en règle générale, quand les élus participent à l'enquête publique et disent « Là, il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème », il y a une réelle prise en compte de ces remarques. Monsieur, une petite mise au point pour que vous soyez rassurés. D'abord, je tiens à vous dire que j'ai aucune criminalité contre les agriculteurs. Je suis issu d'une famille d'agriculteurs. J'ai passé mon adolescence à faire le travail des champs et je suis très sensibilisé aux problèmes des agriculteurs. Donc, dans notre proposition, il y a eu cette préoccupation. Sachez-le bien. Alors, évidemment, c'est peut-être pas ce que vous avez dit à raison. Hein. Mais dans notre proposition, justement, on rebondit sur la proposition de la Frontière de France, qui consiste à réutiliser au mieux les plateformes existantes, donc l'élargissement à 4 voies dans le secteur de Vernouillet, des Mureaux, etc., et au-delà des Mureaux, se ferait sur essentiellement des délaissés ferroviaires et industriels, donc pas des terres agricoles. Et entre Vernouillet et Nanterre, nous serions en tunnel. Alors, il reste à discuter avec l'équipe de France des modalités précises d'arriver. Mais nous, Normandie, ce qu'on souhaite, c'est avoir le tunnel de Vernouillet, c'est-à-dire qu'on rentrerait sur l'infrastructure existante en souterrain, là où actuellement il y a 4 voies, les 2 voies rapides descendraient, partiraient en souterrain sous la voie existante et obliqueraient ensuite donc 0 mètre carré de terre agricole prise, et on aboutirait à Nanterre, ce qu'on appelait autrefois la gare N-Beson, si vous voyez, donc en ville, sur du délaissé ferroviaire. Donc 0 impact direct, y compris sur la plaine maraîchère de Montesson. Il faut que ce soit bien clair. Hein. Et pour vous dire, concernant le respect des agriculteurs, sur la partie Barentin, vous parlez des collègues qui sont pleins de ce que faisait SNCF Réseau à Barentin, couper des exploitations d'eux. Nous sommes intervenus dans les 3 réunions publiques qui ont lieu à Rouen pour prendre fait et cause pour les agriculteurs et dire que là où le réseau pour faire 3 francs 6 sous d'économie voulait couper les exploitations en 2, que l'on adoucisse la pente du tunnel et que l'on termine en tranchée couverte pour maintenir l'intégrité des domaines agricoles. Voilà, je vous précise, cette question-là, donc on est raccord. Et la deuxième partie de votre question, oui. En fait, vous êtes pour un nouveau moyen de transport, enfin une nouvelle, mais pas pour la LNPN en tant que
nous, ce qu'on veut, c'est les 4 voies, et qu'elles passent à droite, à gauche ou au milieu. Oui, mais ça, c'est pas la LNPN. C'était une phase au départ. Oui, non, c'est d'accord. Oui, alors simplement, c'est les étiquettes. On discute des étiquettes. Oui, d'accord. Non, on est pour l'existence de voies séparées pour aller en Normandie, pour qu'il n'y ait plus les conflits de circulation avec les trains transiliens actuels, que les uns et les autres puissent circuler tranquille, mais on n'est absolument pas favorable au saccage du territoire. Ça, c'est tout à fait clair. Maintenant, pour revenir sur le deuxième point que vous avez soulevé, Rony Bonnière, et qui rejoint la question de Bréval que monsieur a soulevé là-bas. Parce que c'est le même combat. Bréval, Rony Bonnière, c'est le même combat. C'est qu'avec LNTL, on a suffisamment de sillons entre Paris et Mantes pour avoir aussi bien sur la ligne Paris, Mantes, Rony, Bonnière, Vernon, que Paris, Mantes, Bréval, Bueil, Évreux, toutes les demi-heures, un train toutes les 30 minutes, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et alors, d'un point de vue strictement technique, les grilles LNPL, qui sont des grilles cadencées, permettraient même d'activer le train toutes les demi-heures, toute la journée. Après, il appartiendra aux collectivités territoriales, Conseil régional de Normandie et Conseil Île-de-France Mobilité, d'activer ou non les sillons. C'est-à-dire sur ce sillon-là, je mets un train ou je n'en mets pas. Mais le projet, techniquement, en donne la possibilité, puisque le niveau de disponibilité des voies fait qu'il est possible d'avoir ces dessertes-là. Donc tous les ragots sur le fait que vos territoires, au-delà de Mantes, avant le Grand Mantois, c'est-à-dire aussi bien Bréval d'un côté que Rony Bonnière de l'autre, feraient les frais de l'opération, c'est de la fake news. Michel Mallet, qu'est-ce que je veux dire les filles, j'habite un petit village dans le Vexin, Mésilly-sur-Seine. Moi, je suis choqué, c'est parce que par rapport à Valérie Pécresse, qui en mars 2024 était pour cette nouvelle ligne de SNCF, et qu'au mois de septembre, elle était contre. Elle avait reviré. Alors qu'on n'aille pas me dire, je ne suis pas d'accord avec vous lorsque vous dites que c'est Charlotte, vous permettez, Charlotte, tellement plus sympathique que la plupart de nous. Je ne suis pas d'accord avec vous lorsque vous dites qu'elle essaie de faire des économies. Ils ne font pas du tout d'économies parce que c'est du tout béton, c'est du tout goudron. Ils vont là-dessus. En 2019, il y a eu 4500 hectares de terres agricoles, je précise de terres agricoles, qui ont été supprimés. Ça a coûté 18 milliards, dont 12 milliards d'argent public, c'est-à-dire notre argent à nous. C'est la superficie de la ville de Lyon. Toutes les secondes, 26 mètres carrés de terres agricoles disparaissent. Madame Pécresse a mis en avant, ils ont des vertus écologiques subitement, que ce soit Madame Pécresse ou Samy Popescu, qui est la présidente de la GPSO, au passage, c'est quand même la communauté urbaine la plus importante de notre territoire, de France. Ils ont des vertus écologiques en disant comme ça, oui, mais cette ligne SNCF, elle va coûter très cher, et puis elle va impacter énormément de terres agricoles. Je voudrais rappeler quand même qu'à Poissy, il y a un nouveau pont d'Achères qui va être fait. 2 fois 2 voies, une autoroute urbaine sur la départementale 30. Pourquoi faire? Pour faire la 104 bis, pour alimenter plus rapidement les nouvelles structures du Paris Saint-Germain à Poissy. Là, il y a eu 75 hectares de terre, ce n'était que des vergers, des poiriers, des pommiers qui ont été arrachés pour faire, alors ça coûte 380 000. Vous allez me dire, c'est pas notre argent, c'est le Qatar qui a mis l'argent dedans. Hein. Il y a eu aussi, un impact sur je rappellerai, il y a des gens qui se sont battus ici. On s'est battu en 2011 contre un circuit Formule 1. Et le circuit Formule 1, je le remets toujours sur la table, parce qu'on s'est battu contre ça, et il était positionné sur la nappe phréatique la plus importante des Yvelines. Coût, ça nous a coûté à nous, contribuables des Yvelines, 8 millions d'euros, mais ça c'était la partie qui émergeait. Aussi un viaduc qui doit se faire dans un village du Vexin, coût 75 millions d'euros, qui va impacter des dizaines d'hectares de terre. Je parle toujours des terres arables. Hein, voilà.
Tout ça, c'est ce que mettent en avant nos présidents de région ou de la GPSO. Et tout ça, ça impacte aussi les problèmes de la santé. Tout à l'heure, vous l'avez évoqué. Il y a une recrudescence maintenant des cancers dans la région du Mantois, de Mende jusqu'au Muro. Il y a une étude qui a été faite par un public de l'hôpital de Melun. Et il y a une recrudescence aussi de maladies de voies respiratoires. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Je vous remercie. Oui, bonsoir. Écoutez, je dois vous dire que je suis vraiment très très content de cette réunion. J'étais venu un petit peu à reculons, je me suis dit, encore une réunion d'Europe Écologie Les Verts. Vous assistez à plusieurs réunions d'Europe Écologie. Ah, mais j'adore ça, je suis abonné. Et puis, il se trouve que d'abord, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, je tenais quand même à vous le dire, c'est pas toujours qu'on apprend beaucoup de choses dans la réunion publique. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai beaucoup apprécié le ton avec lequel la discussion a eu lieu. J'ai beaucoup apprécié la présence des agriculteurs. Moi, je trouve, personnellement, je pense vraiment que c'est ça qu'il faut faire. Il faut arrêter les conneries, il faut arrêter de faire des réunions politiques où on est tout seul entre nous et on se comprend bien et on s'aime beaucoup. Ok, d'accord. Et puis, il faut aller se confronter avec des intérêts contradictoires. Et déjà, leur présence, bravo. Moi, je suis content qu'ils soient là parce qu'on les entend. Voilà, c'est pas. Et il faut vraiment qu'on s'habitue à ça. Voilà. Donc, satisfaction. 2, grande inquiétude. Parce que là, ce qui m'intéresse, alors on voit bien comment les intérêts se répartissent. On voit bien que, oui, j'ai une maison, la ligne de chemin de fer qui passe, elle saute, bon, okay. Il n'y a pas de problème comme ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce qui m'angoisse et ce qui m'inquiète. Et donc, comme vous êtes ici des responsables politiques, des responsables syndicaux ou associatifs, vous avez pas de répondre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on va prendre des décisions. On sent bien là qu'on est arrivé à un point culminant. Enfin, les contradictions sont énormes. C'est énorme. Comment on va prendre des décisions? Alors, j'entends un côté SNCF, je ne sais plus comment ça s'appelle, réseau, SNCF Réseau, qui n'écoute même pas les gens qui sont dans une réunion. C'est quand même pathétique. J'ai appris que la Commission nationale du débat public, ils évoquaient la possibilité de la supprimer. Bon, alors moi, ma question, c'est, bon, vous êtes bien gentils, je ne vous adresse pas, hein. Vous êtes bien gentils, c'est une façon de parler. Vous êtes bien gentils, les politiques, vous êtes bien gentils, les responsables syndicaux, vous êtes bien gentils, les responsables associatifs. Mais comment est-ce qu'on fait, comment tous, nous, comment est-ce qu'on ferait pour mettre en place des dispositifs où on est informé comme ce soir? Alors, pas un tous les ans. Excusez-moi, il faut développer ça. Comment on fait pour développer l'information? Comment on fait pour développer la formation? Moi, ça m'intéresse, les questions techniques. Là. Est-ce que ça a un sens de faire des tunnels pour faire passer les trains sous? A priori, j'aimerais bien qu'on me forme là-dessus. Former, ça ne veut pas dire que je n'ai pas envie de passer une année, mais que en 2 heures, on m'explique un peu comment les choses se font. Et puis, au final, comment est-ce qu'on se confronte? Comment on résout les problèmes qui ont été posés par les agriculteurs? Mais c'est quand même des sérieux problèmes. Alors, on va, parce qu'un responsable va décider dans son coin, ça y est, on se fait massacrer. C'est quand même inacceptable. Il faut trouver des moyens de dialogue dans notre société. Il faut trouver des moyens où on se confronte. Mais on se confronte au niveau du débat, au niveau des arguments. On a des arguments. Il faut qu'on aille dans ce sens-là. Mon inquiétude, elle est dans le fait que j'ai l'impression qu'on va à l'envers. On est en train de perdre tous les acquis, les petits acquis démocratiques qu'on avait réussi à constituer. C'est bien dommage. Voilà, donc c'est à la fois une satisfaction, une grande inquiétude. Et donc j'aimerais que peut-être vous me donniez des petites réponses. Comment est-ce que vous avez pris des décisions qui engagent des enjeux majeurs? Juste une remarque. Je reviens encore sur ma question des trains à Mantes-la-Jolie, parce que c'est une question quand même qui est importante, parce que c'est une question du quotidien. Donc vous disiez que la nouvelle ligne, ça serait un train, donc un train direct tous les 30 minutes à Mantes-la-Jolie. C'est bien ça? Alors, au minimum, c'est-à-dire toutes les demi-heures, un train Paris-Évreux s'arrêtant à Mantes. D'accord. Et éventuellement, à d'autres moments, un Paris-Rouen via Vernon. C'est-à-dire que, Didier pourrait vous expliquer, moi, c'est un autre train qui a demandé à ce qu'à certaines heures, bien précises, les trains Paris-Rouen ne s'arrêtent pas à Mantes pour des raisons de surcharge. Parce qu'on n'arrive pas à 17h30 à mettre dans le même train les voyageurs de Mantes, ceux de Vernon, ceux de Val-d'Oreuil. Donc, à 17h30, par exemple, on est obligé que le Paris-Rouen ne s'arrête pas à Mantes, sinon les gens peuvent pas monter dedans. Oui, mais non, mais pourquoi je vous pose la question? Parce que, et pour les autres, oui. Comme c'est une ligne que j'emprunte assez régulièrement, je suis en train de revérifier les données, et aujourd'hui,
entre 7h et 8h à Mantes, on a 4 trains par heure. Entre 8h et 9h, c'est 2 trains. Entre 9h et 10h, c'est 2 trains. Donc ça signifie qu'avec l'arrivée de la nouvelle ligne, je ne sais pas si les trains qui existent déjà, est-ce que ça va arriver en plus de ce qu'on a déjà? Oui, parce que c'est une nouvelle, il y a les Normands, et après il y a le RER. En fait, c'est ça que j'ai du mal un peu à saisir, parce que pour les Normands, d'après les débats que j'ai entendus dire, parce que pour eux, ils veulent gagner du temps pour arriver à Paris. Alors la demande des Normands, ça c'est ce que les gens disent que les Normands disent. Alors c'est pas vrai. Parce que les Normands, ils veulent arriver à l'heure. C'est-à-dire qu'ils en ont ras-le-bol d'être debout dans le train et de rester 1 heure bloqué à Vernouillet. Donc, si vous voulez, ils veulent... Ah non, c'est pas les Normands qui sont debout dans le train, c'est plutôt les Mantois. Le soir, vont de Paris à Val-de-Reuil, ils sont souvent debout. Oui, dans le sens. Il y a les deux de Paris, comme on connaît direct. Il y a aussi des Normands qui le prennent à partir de Saint-Lazare. Et là, ils sont debout comme tout le monde. Tout le monde est debout. Parce que vous expliquez que la LMPN, c'était l'objectif aussi, c'est de diminuer le flux de voitures sur l'autoroute A13. Nous, par exemple, pour les habitants du Montois, il y en a beaucoup qui prennent la voiture parce que, par exemple, pour aller travailler à Antony, on met 45 minutes en voiture, alors qu'en train, en transport, on met 2 heures pour arriver à Antony. Donc, moi, la question, c'est aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est un petit peu à côté du sujet, parce que la nouvelle ligne, elle est très bien, mais ça ne va rien changer. En tout cas, pour les Montois, les Montais, ça ne va rien changer, parce que les gens vont continuer à prendre leur voiture. Pas pour aller à Paris, mais plutôt pour aller faire de banlieue à banlieue. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus simple. Pareil, pour aller à Elancourt, la Verrière, en voiture, c'est 45 minutes. En train, on est 2 heures. Alors, je voulais réagir à 2 choses. D'abord, moi, je suis conseillère régionale aussi. Je siège avec Charlotte. J'habite maintenant dans le 78, même si je suis encore Val-de-Marnaise. Et... je pense que Charlotte disait qu'elle voulait faire des économies, des économies sur les transports pour le mettre à... Non, que Pécresse disait qu'elle faisait des économies pour mettre ailleurs, en fait. Et elle fait des économies sur des projets qui sont des projets auxquels on tient et qui sont des projets écolos pour les mettre ailleurs. Mais quand tu parles et quand tu dis qu'elle bétonne, on sait effectivement, elle prend même de l'argent sur les projets du handicap pour bétonner. Donc il faut voir à quel point. Après, je vais très très vite aussi dire ouais, c'est l'éducation populaire, on en a pris d'éducation populaire. Effectivement, se mettre tous ensemble, échanger, c'est hyper intéressant. Et ne pas être d'accord, c'est hyper intéressant. Et avoir des arguments et pouvoir échanger, c'est bien. Mais il faut savoir que Pécresse, depuis qu'elle est élue, elle nous a limité le nombre. Nous, on n'a plus d'échange dans l'hémicycle. Il n'y a pas d'échange. C'est-à-dire que sur une journée, on a chacun à peu près 1 minute 30, 2 minutes de prise de parole. L'opposition, pas plus. Et il n'y a pas d'échange. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réagir à ce qu'elle dit. Donc les décisions sont prises par le président, des vice-présidents, sont que nous, on est capacité à réagir à un moment donné. Et donc, on n'a pas de débat dans l'hémicycle. Donc, dès qu'on n'a plus de débat dans l'hémicycle, comment vous voulez qu'on ait un débat avec elle ailleurs? Et on n'a pas ces moyens. Je pense que pour beaucoup, vous avez reçu dans votre boîte aux lettres un journal vachement bien foutu, où elle raconte plein de choses, où tout est bien et tout ce qu'elle fait est vachement bien. Et nous, on n'a pas ces moyens. Donc, ouais, effectivement, il faut qu'on fasse plein de réunions comme ça, très souvent, avec les agriculteurs, je trouve ça vachement bien. Une dernière intervention et puis je laisserai ensuite Ghislaine conclure. Alors, je vais très rapide. Surtout pour l'intervention, je ne vais pas trop plaire à la grande majorité. Ghislaine connaît très bien ma position sur ce sujet. Alors, moi, je l'avais dit, je vous ai dit, je suis conseiller municipal à Épône. Je suis contre la LMPN en l'état. Je précise, en l'état. Voilà. Je m'attendais qu'aujourd'hui, il y aurait eu des personnes qui seraient venues pour vraiment débattre sur le sujet en expliquant pourquoi, pour avoir un petit peu. Pour défendre aussi la version contre, la version pour, la version contre. Et ma question, du coup, s'adresse déjà aux écologistes. Donc, déjà, bravo pour avoir organisé cette initiative. C'est très intéressant. On a besoin de débat dans le Montois et largement, donc c'est très bien.
Et du coup, ma question, c'est, vu que c'est la première réunion, et j'ai entendu dire qu'il y en aura d'autres, est-ce que sur une prochaine initiative, il y aura un débat avec ceux qui défendent la vision contre la LNPN et ceux qui défendent plutôt la vision pour vraiment qu'on ait les deux avis et ensuite trouver une solution, parce que quand même la finalité c'est de trouver une solution, soit une synthèse, soit quelque chose, soit un projet alternatif. Il faut qu'on en discute et il faut trouver, je pense, une solution. On est tous pour beaucoup des études venant de divers horizons avec lesquels on se rend tous et toutes, et on peut trouver des terrains d'entente, ça j'en suis vraiment persuadé. On est sur plein de sujets sur le territoire et bien au-delà, donc je sais que c'est possible. Alors on revient sur la question démocratique, en fait, c'est du coup comment on fait pour réellement avoir des échanges. Nous, c'était en tout cas quand le groupe local, les écologistes contactaient en disant ce serait quand même bien avec tout ce qui s'est passé, avec l'application, les tracts, etc., ce serait quand même bien d'avoir un autre son de cloche et de pouvoir expliquer. Quand ils m'ont convié, j'ai dit c'est super, effectivement, je pense que c'est nécessaire. Et je te rejoins, on pourrait tout à fait réorganiser une réunion avec un débat contradictoire et avec des cartes et qu'on puisse de manière très concrète pouvoir voir les tenants, les aboutissants et comment collectivement on peut avancer. Il faudrait pour ça que d'abord tout le monde soit d'accord pour pouvoir poser le sujet et en discuter. Moi je crois qu'il y a quand même, c'est en train de changer, effectivement, il va y avoir de toute façon les municipales. Je pense que ça va être un sujet qui va être traité. Certains vont prendre ce sujet pour dire mais moi finalement je suis pour, et d'autres vont dire moi je suis contre. Il y en a qui vont continuer à expliquer que c'est quand même bien de pouvoir faire de la coopération, bien d'être de respecter la question de la décarbonation de la mobilité, et puis d'autres qui vont dire scandaleux, nuisance. Donc on va être dans un moment un peu agité jusqu'au municipal. Et ensuite on va pouvoir effectivement travailler. Donc on peut essayer d'organiser quelque chose. Moi j'aimerais qu'on ne soit pas justement dans le truc politique pur, mais qu'on soit bien avec des arguments concrets pour les gens, carte à l'appui, et qu'on puisse aller voir d'une manière très concrète ce qu'il en est. Mais ça, on peut tout à fait organiser ça. Moi, je suis aussi très inquiète, Jean. Je suis aussi très très inquiète. Je pense que nous, localement, on peut faire vivre des choses, mais je ne sais pas comment on arrive à faire remonter ensuite ces débats. Et alors, il va y avoir une enquête publique, elle sera de toute façon relancée. C'est peut-être le moment de pouvoir faire des cahiers directeurs, mais au moment où on est en train de mettre en cause les Césaires, on est en train de mettre en cause les CESE, on vit quand même un moment qui est complètement délirant, c'est-à-dire que tout ce qui représentait en fait la société civile, qui était une parole autre que les élus, on est en train de dire il faut simplifier là, parce que toutes ces enquêtes publiques, tous ces trucs, ça prend trop de temps. Mais la réalité, c'est que si on ne donne pas la capacité aux gens de pouvoir réagir, de donner son avis, de prendre le temps de comprendre en fait de quoi on parle, parce que déjà on n'a pas trop utilisé d'acronyme ce soir, mais enfin, c'est très vite, ça devient technique. Si d'ores et déjà on a aujourd'hui des politiques et des parlementaires qui, pour des raisons de simplification, pour des raisons d'urgence, mais qui ne sont pas forcément les nôtres, en fait on est en train de citer toutes les instances démocratiques, citoyennes qui avaient encore la possibilité d'exercer un contrôle, oui, moi je trouve que ça devient difficile. Et ça devient difficile surtout à une période où on se dit que peut-être on vit encore dans une drôle de démocratie, mais dans une démocratie, mais que peut-être en 2027, ça pourrait basculer. Et si ça devait basculer par l'extrême droite en 2027, eh bien, ils n'auront rien à faire. Et qui que ce soit, une Le Pen ou un Bardella ou quoi que ce soit, pourrait dire, moi, j'ai rien changé, j'ai pas fait de loi, parce que c'est en train d'ores et déjà de se faire, en fait. On est en train de totalement modifier les choses pour qu'on diminue, en fait, les espaces démocratiques, on diminue les instances de contrôle. Donc, moi aussi, je suis très de plus en plus. Et peut-être que parce que je suis parlementaire depuis 1 an et demi, je vois peut-être mieux les choses de l'intérieur et je suis de plus en plus inquiète en avançant. Je ne voulais pas finir sur une note aussi pessimiste. Pardon, je me laisse emporter. Mais, non, la bonne nouvelle, c'est que vraiment, en tout cas, c'était intéressant et important de pouvoir échanger avec vous. On a encore, avant de partager encore un moment de convivialité, si vous en avez le temps, la capacité de pouvoir vous apporter des réponses. On fera en tout cas, on mettra en ligne, j'imagine que Dylan mettra en ligne, qu'on puisse répondre de manière très concrète sur les questions de manque et des arrêts, en donnant une réponse pour que les gens puissent les voir. Et puis on vous donne rendez-vous
une prochaine rencontre pour qu'on continue à pouvoir échanger sur ce débat avec un débat contradictoire. Ce sera effectivement pour le territoire nécessaire en tout cas. Merci à vous.